les ATP et donc les musées nationaux de art et tradition populaire. Et dans le cadre de ces recherches, de ce ferment intellectuel qui a caractérisé cette décennie, l'enquête Varagnac consistait dans une série de questionnaires qui a été réalisée par le biais des instituteurs qui enquêtaient dans leur propre village en posant des questions directement à leurs élèves et aux familles de leurs élèves. Et donc on a des questions très ponctuelles sur justement l'introduction, l'arrivée du poisson frais dans une certaine commune, dans le recours à l'épicerie du pays, ce qu'on achète, ce que les mères de famille achètent, le fait qu'elles vendent des œufs pour acheter par exemple du café et du sucre, etc. Notamment les œufs étaient vraiment un peu du ressort des mères de famille qui se débrouillaient à les vendre pour acheter des petites choses qui pouvaient être plutôt des gourmandises ou plutôt des choses utiles, des boutons, des rubans pour les petits travaux de couture par exemple. Au fil du temps, et oui, surtout au fil du temps, on voit aussi un passage intéressant d'une alimentation à base plutôt végétale vers une alimentation plutôt animale pour vérifier de nos jours un retour vers les nourritures de nouveau un peu plus végétales. Il y a eu un moment, et on le voit aussi dans l'enquête Varagnac, par exemple les instituteurs qui conseillaient aux familles de manger plus de viande parce que la viande était considérée comme un aliment riche et donc plus important dans la nutrition que les éléments végétaux qui constituaient pour certaines populations la grande partie de l'apport quotidien. Là aussi, on peut faire une distinction au niveau géographique parce que les communautés où la production animale était plus importante, évidemment, pouvaient consommer davantage de viande, davantage de fromage, davantage de beurre. Les communautés qui avaient moins d'élevage devaient trouver des alternatives. Donc plutôt que le beurre, c'était l'huile de noix par exemple, et ainsi de suite. Donc le fromage aussi, il ne faut pas non plus penser que les producteurs de fromage mangeaient beaucoup de fromage. Très souvent, le fromage était une monnaie d'échange, donc il était vendu à d'autres communautés. Le beurre aussi, le beurre était quelque chose de très riche. La crème était rarement utilisée en cuisine, elle était transformée en beurre pour la vente. Donc il y a cet équilibre aussi qui est très changeant au fil du temps entre les aliments de nature végétale et les aliments de nature animale. Et donc voilà, patrimonialisation des recherches du passé, qu'est-ce qu'on mangeait autrefois. C'est toujours le même cycle d'émission où j'invite des gens. Dans ce cas en particulier, je leur ai fait la surprise, j'ai sorti des raves et je leur dis on va cuisiner des raves. Et la dame n'osait pas dire qu'elle n'aimait pas les raves. Elle disait oui, ma mère m'en faisait toujours et tout, mais bon voilà. Alors ils ont dû trouver une stratégie pour les cuisiner, mais ce n'était pas le souvenir d'un plat vraiment aimé. Et non plus, il n'y avait pas vraiment une pratique derrière parce que c'était quelque chose qui avait été un peu subi dans leur enfance, mais pas après répété. Mais quand on dit la recherche du passé, c'est aussi les cahiers de vieilles recettes, les cahiers des grands-mères. Et là, c'est intéressant parce que le mot recette me permet de faire une petite considération. Qu'est-ce que c'est qu'une recette? Exactement comme quand on aborde la question linguistique, le locuteur pourrait dire « mais non, ce que je parle n'est pas vraiment une langue, etc. » Les vieilles recettes, très souvent,
si j'avais abordé, je l'ai fait de temps en temps exactement pour voir ce qui se passait, en demandant aux personnes, avez-vous de vieilles recettes? Très souvent on me disait non, non. Je disais, ah mais vous ne cuisinez pas? Si. Mais alors, est-ce qu'on peut parler des recettes que vous utilisez d'habitude? Qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, il apparaît d'une façon très forte que la notion de recette est quelque chose de très standardisé, exactement comme une langue qui a une grammaire. Si on sort de cette logique, on vous dira non, en réalité, c'est ma façon de faire, mais c'est pas une recette, ça n'a pas la dignité d'être une recette. La recette doit être quelque chose de standardisé, de partagé, éventuellement de publié, et quelque part, quelque chose qui vienne de loin, soit dans le temps, donc le vieux cahier de recettes, ça, c'est vraiment quelque chose qui contient des recettes, le vieux cahier de la grand-mère, ou sinon quelque chose qui vient de loin, qui vient de la ville, qui a été publié dans un journal. Alors là, oui, on parle de nouveau de recettes. Mais tout le reste, très souvent l'informateur a tendance à dire non, ce n'est pas une recette, c'est juste ma façon de faire. Puis voilà, pourtant, voilà, on se nourrit de cette façon-là, et donc c'était même très intéressant parce que justement quand la recette n'est pas figée, qu'il n'y a pas une homologation parfaite, on trouve des variations énormes sur le plan au niveau des ingrédients et des façons d'accommoder les différents ingrédients. Bon, hier ou avant-hier, on a déjà parlé, quand on était à table, de la question de la fondue. Là aussi, c'est quelque chose de vraiment standardisé de nos jours, qui signifie quelque chose de très particulier et qui en réalité, voilà, a son histoire, et je ne m'arrêterai pas là-dessus. Il y a notamment Isabelle Rabou qui a publié là-dessus, qui a expliqué comment la fondue est venue aux Suisses. Donc après, la Bénuterie a aussi travaillé sur la fondue savoyarde, justement, parce que c'était quelque chose qui a une dimension très consensuelle de nos jours, qui paraît venir de très loin, et en réalité, sa codification est très récente. Donc voilà, tout ce qui est codifié comme produit local, comme spécialité dans certains pays, voilà, comme la fondue savoyarde évidemment. Et à force de chercher le produit, etc., on arrive à une notion. Bon là, évidemment, il y a aussi le franco-provençal. Pourquoi? Parce que ça fait partie justement de ce bagage du passé, du produit qu'on recherche, qui vient de loin, qui vient d'une certaine ancestralité et tout, et qui introduit la notion d'authentique. Alors, authenticité, ça signifie beaucoup de choses pour finalement, voilà, poser beaucoup de problèmes aux anthropologues, parce que qu'est-ce que c'est authentique? Et est-ce que la fondue savoyarde, parce qu'elle est vendue comme un produit authentique, est vraiment plus authentique que ce que mangent les personnes au quotidien de nos jours? Quand en réalité, bon, puisque c'est des personnes réelles qui mangent, etc., on pourrait se dire que c'est plus authentique que cela, puisque c'est vrai et puisque ça appartient vraiment aux pratiques réelles. Donc voilà, tout ça pour vous dire toute une série de thématiques qui tournent autour des pratiques alimentaires. Et maintenant, je vous propose un petit approfondissement sur deux questions qui me tiennent particulièrement à cœur et qui vont à l'encontre de deux clichés qui sont très présents dans les représentations de nos contemporains quant à l'alimentation. On est à l'heure de l'hyperchoix, c'est-à-dire qu'on peut aller dans une grande surface et remplir son caddie de produits de tous les types, venant d'horizons et de pays très différents, etc. Et donc, justement, les
contemporains, nos contemporains ont cette idée de pouvoir choisir vraiment beaucoup, d'avoir une alimentation très variée et voilà, d'être libre dans le choix alimentaire qu'ils font. Et donc, l'idée commune de nos jours, c'est que notre alimentation est beaucoup plus riche et plus variée que celle de nos grands-parents ou de nos aïeux. En réalité, l'alimentation d'il y a 100 ans ne se réduit pas aux pommes de terre, au pain, au fromage et au lait et au lard, mais une grande gamme de produits existait. Et surtout, il y a tout un univers de variétés végétales oubliées de nos jours. Vous voyez là des pommes, et pour nous, de nos jours, avec l'approche que nous avons, l'approche de consommateurs lambda, qui ne produisons pas mais qui achetons, la pomme c'est une pomme. À la limite, il y a la pomme jaune, la pomme rouge. Le consommateur un peu plus attentif aura peut-être aussi, fera peut-être attention aussi au type de pomme, donc il pourra dire 2 ou 3 noms de pommes, mais il s'agit toujours de pommes qui arrivent, qui font partie de la grande distribution, etc. Autrefois, les vergers nourrissaient directement les familles, et le verger permettait d'avoir des pommes pendant une période très longue, qui allait jusqu'à 10-11 mois par an. Donc la pomme était présente à longueur d'année, et ce n'est pas évidemment la pomme rouge luisante qu'on voit dans peut-être voilà, le cliché de la pomme comme celle que nous avons mangée aujourd'hui. Elle dit d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas non plus se soustraire à la logique voilà, commerciale, mais justement, il y avait des pommes qui étaient utilisées, des pommes précoces qu'on mangeait en août, des pommes qu'on mangeait plus tard, des pommes qu'on pouvait croquer et qui étaient bonnes, sucrées, juteuses, des pommes beaucoup plus âpres, beaucoup plus acidulées, moins juteuses, qui étaient utilisées par exemple pour la conservation, c'est-à-dire transformées par exemple en cidre, ou dans d'autres types de transformations. Il y avait par exemple les ancêtres des confitures qui faisaient qu'on pouvait condenser le jus des fruits en faisant sans sucre, et ce qui donnait quelque chose de très sucré pourtant, parce que c'était une condensation des sucres, et qui permettait d'un côté de conserver le fruit et de l'autre d'avoir un apport en ce genre d'éléments nutritionnels. Et en plus, dans les façons de les accommoder aussi, parce que les pommes n'étaient pas toujours juste mangées comme un fruit, en dessert, mais elles étaient très souvent d'ailleurs, même plus souvent, cuisinées. Elles faisaient partie, par exemple, d'un plat composé, où il y avait des légumes, des morceaux de viande par exemple, et aussi des pommes qui étaient utilisées, on va dire, comme des légumes. Et donc voilà, beaucoup d'utilisations différentes. Il faut dire aussi que parmi toutes les variations qu'a subi la cuisine au fil des siècles, il y a aussi un changement dans le rapport entre le cru et le cuit. Dans la région alpine que j'ai étudiée, il est très très difficile de trouver l'aliment cru à table. Même la pomme, j'ai eu très peu de témoignages de personnes qui mangeaient des pommes à table. La pomme, si elle était mangée à table en tant que fruit, elle était souvent cuite au four et présentée comme une gourmandise, comme un dessert. Mais l'élément cru, à part quelques feuilles de salade, a du mal à entrer à table, de faire partie des aliments consommés à table.
Les aliments crus étaient plutôt consommés directement dans les champs ou sur les arbres, directement en cueillant le fruit ou d'autres aliments que nous verrons par la suite. Donc voilà, ce qui était présenté sur la table était la plupart du temps sujet à une préparation assez élaborée, plus ou moins élaborée, on va dire. J'ai parlé des pommes, donc voilà, pour les personnes qui ont vécu dans cette logique, il y avait énormément de noms, évidemment, en franco-provençal, pour définir tous ces types, toute cette variété. Parce qu'un cruéjon n'avait rien à voir avec une ravence, etc. etc. C'était chaque type de pomme jouait un rôle bien précis et avait son identité, que les locuteurs ne risquaient pas de confondre avec un autre type de pomme. Donc cela, sous l'étiquette pomme que nous utilisons de nos jours, parce que nous ne faisons plus attention à cette variété, il y avait toute une série de termes qui étaient vraiment propres et qui détaillaient une variété de fait, parce que c'était une variété de goût, de texture, d'utilisation, de pratique, de consommation différentes. La même chose, on peut dire ça pour les pommes de terre, pour les raves, pour les petits pois. Jusqu'à une certaine date, les petits pois, par exemple, que pour nous, c'est les petits pois, surtout, bon, si on les prend au surgelé, comme au rayon surgelé, ils sont tous pareils, mais en réalité, il y avait des plantes vraiment différentes. Il y avait les petits pois blancs, par exemple, les pois, les petits pois, les variétés des champs, qui étaient donc cultivées et consommées à un certain moment de l'année, les variétés du jardin potager, qu'on cultivait en moindre quantité et qui étaient utilisées d'une autre façon, à un autre rythme et d'autres périodes de l'année. Pour les fèves, la même chose, pour les pommes de terre aussi, il y avait des petites variétés, je veux dire petites parce que souvent elles ne font même pas l'objet de ces descriptions quand on parle de ces descriptions dans le cadre d'études d'agriculture des siècles passés, parce que ce n'était pas des grandes productions, c'était invisible, parce que c'était juste fait pour la production familiale, ça rentrait, c'était juste cultivé à l'intérieur d'un jardin potager, et ça permettait tout juste d'avoir des pommes de terre à un moment différent de l'année par rapport à ce qu'on avait quand on attendait les pommes de terre des champs. Donc voilà, il y a un grand changement à ce niveau-là, avec, j'insiste, avec des goûts et des textures différentes. Donc ce n'était pas seulement des modalités de production, mais c'était vraiment aussi une richesse dans la façon de s'alimenter. Beaucoup de plantes qui ont disparu. Aussi, par exemple, il y avait un type d'épinard géant qui a disparu, donc il existe des témoignages et qui avait sans doute des caractéristiques différentes par rapport aux épinards que nous connaissons. Donc j'ai parlé des pommes, la même chose aussi pour les poires, pour les prunes. La prune surtout, elle a ce mérite de pouvoir pousser dans des microclimats très différents, beaucoup plus à l'altitude aussi que les pommiers, avec une multiplication encore plus de variétés. Et l'autre cliché qu'on a, donc toujours par rapport au fait que l'alimentation était moins riche et moins variée que ce que les témoignages que j'ai collectés laissent deviner, c'est le rôle de la cueillette spontanée. Si vous demandez à quelqu'un de très âgé, par exemple, ce qu'il mettait dans un certain type de soupe, il vous dira les éléments de base. Donc, je ne sais pas, le lait, la farine, le sel, le beurre, des choses comme ça. Mais très souvent, les recettes plus ou moins standardisées à l'intérieur d'une certaine famille, les recettes qui se répétaient d'une saison à l'autre, d'année en année, étaient sujettes aussi à variation, parce qu'elles étaient agrémentées de petits ajouts
fait au gré de la cueillette spontanée. C'est-à-dire qu'en rentrant du pâturage, la mère de famille pouvait trouver un champignon, pouvait trouver une touffe d'une certaine plante qui poussait à ce moment-là et qui poussait sur justement le bord du pré sur lequel elle passait. Et donc, voilà, il y a toute une série de plantes et d'herbes qui étaient utilisées et dont on a complètement oublié l'existence. J'ai travaillé beaucoup ce type de mémoire, ce type d'amnésie, parce qu'il est incroyable, et d'autres qui ont travaillé sur les plantes et les herbes ont confirmé la même chose. Je pense notamment à Sabine Bruchwiller, qui a travaillé sur le Val d'Anivier, et qui confirme exactement la même chose. Maintenant, je ne sais pas si je vais trouver la citation, mais en tout cas, le fait que de nos jours, les gens qui ont conscience de l'existence des plantes comestibles, d'habitude parlent de pissenlit, d'ortie, de bistorte et de deux ou trois autres plantes. Et quand en réalité, un autre chercheur qui est un ethnobotaniste, qui est Brian Meyer, originaire des Alus, qui a fait une thèse de doctorat à l'université de Washington, a recueilli des témoignages qui démontrent que, disons, fin 19e siècle, les habitants de la montagne consommaient environ 250 plantes sauvages. 250 plantes sauvages, donc, qu'ils connaissaient pertinemment, qu'ils savaient reconnaître, qu'ils savaient comment cueillir, comment assaisonner, comment cuisiner, et dont ils connaissaient le nom, évidemment, parce qu'il y avait ce type de transmission. Et tout cela a disparu parce que, justement, à un moment donné, la dépendance du commerce a fait que les gens commencent à ne plus produire, donc à ne plus cueillir, évidemment. Mais ce n'est pas tout, parce que les témoignages les plus récents, qui parlent encore de collecte spontanée, parlent du fait que la collecte spontanée était réservée aux enfants. Pourquoi? Parce que c'était un aspect ludique. Les enfants qui étaient au pâturage, ils risquaient de faire des dégâts ou bien de s'ennuyer, donc on leur donnait comme mission, ou bien on tolérait qu'ils aillent cueillir des choses, comme ça ils passaient leur temps. Ils se remplissaient peut-être aussi un peu le ventre avec des cerises sauvages ou autre chose, et donc voilà, ça faisait peut-être un peu moins de soupe le soir. Et donc la société acceptait encore à une époque plus récente, au cours du XXe siècle, que les enfants, dans le cadre d'une pratique ludique, donc elle n'était pas encadrée, elle restait quand même spontanée dans le sens que ce n'était pas vraiment une tâche à laquelle ils devaient se tenir, mais c'était plutôt un aspect de ce genre, s'amusaient à cueillir toute une série d'herbes, de baies, aussi par exemple dans un autre but d'étancher la soif. Il y a deux choses qui émergent très souvent dans les témoignages, c'est supporter le sommeil, endurer donc la fatigue, le sommeil, et de l'autre étancher la soif, parce que il y avait souvent une grande méfiance à l'égard de l'eau courante qui pouvait contenir des microbes et autre chose, et donc il fallait endurer la soif. Mais à un moment donné, quand cela n'était plus supportable, il y avait toute une série de stratégies, parmi lesquelles des herbes qui apportaient un petit goût rafraîchissant et qui aidaient à mieux supporter la soif. L'oseille, par exemple, les fougères aussi avaient ce but. Et après, il y a une autre pratique qui a encore perduré plus longtemps, une autre pratique liée à la cueillette spontanée, c'est la cueillette dans le cadre festif.
c'est-à-dire par exemple cueillir les myrtilles, cueillir des baies d'un certain type, qui étaient après, par exemple, conservées sous l'alcool, en vue de la fête du village, en vue de quelque chose voilà, de collectif. Et donc c'était une collecte, ça pouvait avoir l'aspect un peu disons, de perte de temps, mais c'était justifié par la redistribution collective dans le cadre d'un partage festif, par exemple. Aussi l'eau de vie, la macération à l'intérieur de l'eau de vie, etc. Et surtout, voilà, là aussi, il y a un partage intéressant entre certaines pratiques festives de ce type réservées à l'univers masculin et d'autres pratiques réservées plutôt à l'univers féminin et aux enfants. Voilà, donc selon le type de baie, par exemple, certaines baies étaient cueillies, d'après les derniers témoignages, uniquement par les chasseurs, qui les réservaient justement à ces moments de rencontre entre chasseurs. C'était quelque chose de connu que par la catégorie des hommes et notamment des chasseurs. Mais ce n'est pas fini avec la cueillette spontanée. On en arrive à l'aspect le plus délicat et le plus incroyable, c'est l'aspect tabou de la cueillette spontanée. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société où la notion de discipline, de sacrifice est très importante. C'était des communautés catholiques auxquelles on apprenait d'une façon très appuyée qu'il fallait gagner son pain à la sueur de son front. Donc il fallait travailler durement dans les champs pour pouvoir mériter son pain. La cueillette a un aspect de gratuité qui ne peut pas être valorisé dans ce genre de logique. Et donc, manger les pissenlits, certaines familles qui, par exemple, mangeaient, elles risquaient d'être mises, si c'était une fois de temps en temps, c'était une chose. Mais trop manger le pissenlit, comme j'ai vu dans un témoignage, une famille qui mangeait trop de pissenlit, c'était une famille un peu laissée aux marges de la société. Ce n'est pas un bon exemple. Alors, une chose, c'est manger les pissenlits un peu pour répondre aux besoins de verre, comme on disait. Donc, tout le monde en mangeait un petit peu. Mais trop compter sur la cueillette spontanée était souvent mal vu. D'autres personnes ont cette réaction, nous, on n'a jamais eu besoin de le faire. Donc, on était des travailleurs, on gagnait bien, voilà, on produisait beaucoup, on n'avait pas besoin. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils ne mangeaient pas, mais ils le faisaient sans le faire savoir, trop le faire savoir. Et il y avait cette dimension de tabou, donc tant que c'est festif, tant que c'est réservé à l'univers des enfants, ça va. Mais après, c'est un peu le déshonneur et la honte, c'est un peu entrer dans la catégorie de ceux qui ont besoin, de ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas travailler suffisamment pour produire de la nourriture. Il y a un exemple très flagrant de ça avec les noix de terre. Dites noix de terre, terre noire, châtaigne de terre, linsolette, bulbocastanum linnei, pour ceux qui... Il s'agit de petits tubercules qu'on retrouvait au moment où l'on creusait les champs de pommes de terre. Et donc, voilà, il s'agit de toute une série il y avait toute une série de stratégies pour ne pas dire qu'on mangeait effectivement cela. Alors, quelqu'un osait dire que c'était juste pour les enfants parce qu'ils en étaient gourmands, par exemple. Mais voilà, il faut vraiment creuser beaucoup quand même pour arriver à avoir ce genre de témoignage. Parce que, justement, il est couvert de toute une série l'amnésie apparente est moins étendue que ce qu'on pourrait croire. Si on creuse un peu, on se rend compte que vraiment il y a une dimension de tabou qui fait qu'on ne va pas parler de ce genre de pratique. Et donc voilà, je m'arrête là. Il y a juste une petite
question que j'aurais voulu évoquer en passant avant, et je ne l'ai pas fait, mais ça pourra revenir, par exemple, si dans le cadre des questions ou autre chose, ou demain ou